Salut les diggers. Alors, pour beaucoup de personnes, le jazz, c'est ça. Mais ça pourrait aussi être ça. Ou bien par exemple ça. Alors cette vidéo est une entrée en matière dans le monde du jazz. En fait, le jazz c'est un genre de musique qui, malgré le fait qu'il a influencé en fait toutes les musiques quasiment qui sont nées au XXe siècle, finalement reste assez opaque. Et dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est assez difficile d'identifier ce qu'est du jazz ou ce que n'est pas du jazz, parce que il existe presque une infinité de ramifications. Il peut y avoir du rock, du R&B, de la soul, du rap, enfin voilà. Mais comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on va avoir une manière d'aborder les choses un peu plus différente que d'autres vidéos, par exemple celle sur l'acid jazz ou bien celle sur le rap. Ici, on va s'intéresser au jazz, mais plutôt du point de vue de la génération Z. Alors, la génération Z, c'est des personnes qui sont nées entre 1997 et 2010 à peu près. Donc, qui m'inclut, parce que moi, je suis né en 1997. Oui, je fais partie de votre génération. Mais bon, pour les personnes qui ne sont pas de la génération Z et qui sont nées après ou avant, bref, cette vidéo pourra être peut-être une porte d'entrée pour le jazz, parce qu'ici on va aborder une multitude de styles de jazz différents et en étudier les particularités sous un angle un peu plus audiovisuel. La principale question que je me suis posée ces dernières semaines, c'est comment aborder le jazz de manière à le rendre un peu plus familier à la génération Z. En fait, il faut arriver à comprendre comment la génération Z voit le jazz. Pour moi et pour d'autres, on est une génération qui a été vraiment influencée par l'internet ou bien par les jeux vidéo, donc par exemple les jeux vidéo de la PS2, la GameCube, ces jeux vidéo qu'il y avait dans les années 2000, quand les générations précédentes, elles, étaient un peu plus axées sur les radios, sur les cassettes, sur les vinyles. Après voilà, chacun a son expérience. Moi personnellement, j'écoutais beaucoup de radio, donc c'est pas forcément figé dans la pierre. Mais je pense qu'il est vraiment important d'aborder le jazz de manière audiovisuelle, c'est-à-dire de voir de quelle manière a été utilisé le jazz, par exemple dans les films, les jeux vidéo, ou bien dans les séries par exemple. Ce qui importe, c'est moins l'artiste, le genre de musique, que surtout la vibe et le mood qu'on associe à un style de musique en particulier. Et c'est bien pour ça que les playlists ont autant de succès sur YouTube, avec des intitulés qui suggèrent une fonction ou un mood associé à un genre de musique. Comme les playlists de musique pour étudier, celles pour dormir, celles pour se prendre pour un méchant du 19e siècle. Enfin bref, c'est très révélateur de la relation que la jeune Z entretient avec la musique. En fait, tout avait plus ou moins commencé avec la trend de lo-fi, où en fait on associait un certain mood à un certain type de musique. Donc typiquement, quand vous regardez la Lo-Fi Girl, on a vraiment cette musique pour étudier. Et je pense que c'est quelque chose qui est très Gen Z, c'est-à-dire qu'on associe une musique à un média, donc par exemple une image, une vidéo, un film ou une série. Ça importe plus que la musique en elle-même. Donc moi je dis pas c'est positif ou c'est négatif, mais c'est plutôt une tendance qui se dessine dans nos générations. Fort de ce constat, pour orienter la vidéo, j'ai décidé en fait d'une part de classifier chacun des styles de jazz en fonction de leur niveau d'abordabilité pour la génération Z et aussi d'y inclure des références filmiques ou bien des séries, de telle manière à ce que on puisse finalement rattacher un style de jazz à une production audiovisuelle. Donc j'espère que ça pourra être intéressant pour la Gen Z et que ça vous permettra aussi de ne pas être trop perdu parce que finalement le jazz c'est un style de musique qui est super large. Ainsi on va commencer très doucement avec des styles que vous connaissez très certainement et on va atteindre des niches expérimentales de plus en plus délirantes mais fascinantes. Donc sans plus attendre, commençons. La néo-soul ou bien le jazz hip-hop sont très certainement des styles qui vous parleront car finalement ils reprennent structurellement les mêmes codes que le rap, le hip-hop, mais ils y incluent des éléments de jazz. Typiquement, on peut avoir la néo-soul
où ici on utilise beaucoup d'harmonie jazz, donc très cool finalement, de très cool jazz, ou bien on peut par exemple avoir les productions de J Dilla, dont on avait parlé dans une vidéo, J Dilla, MF Doom, Madlib, qui eux reprennent des samples de funk, des samples de jazz, et qui se les approprient pour créer leur propre style. On peut aussi avoir Tribe Called Quest, dont on avait parlé dans la vidéo sur l'acid jazz, où là ici ils utilisent pareil des samples, mais ils ont aussi leur manière de les utiliser, totalement du hip-hop, mais c'est pas totalement du jazz, on est vraiment à mi-chemin entre les deux, mais on est vraiment dans cette idée où le rap emprunte des éléments du jazz, mais la question c'est qu'est-ce qui se passe quand le jazz emprunte des éléments du hip-hop? Et bien là, on parle de jazz rap. Ça avait déjà commencé avec les expérimentations de Miles Davis avec l'album Doo Bop en 1992. Mais pour moi, l'artiste qui représente le mieux ce mouvement, c'est bien Robert Glasper avec ses 3 albums banger, Black Radio sorti en 2012, In My Elements en 2007 et Everything Is Beautiful en 2017, qui est une excellente rentrée en matière dans ce style. Après, on peut aussi parler du style de l'acid jazz, qui mixe parfaitement le jazz et le hip-hop, notamment avec les albums Jazzmatazz de Guru dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'acid jazz. Il y a toute une génération de musiciens de la Gen Z qui en fait a grandi avec le jazz, le pop, la soul, le funk, et qui justement les inclut dans leur production, tout en essayant de faire un pont avec les musiques actuelles. On pourra par exemple citer Thundercat avec son album Drunk, qui est juste excellent. Des textures intéressantes, des harmonies complexes, le tout replacé dans un contexte actuel. Thundercat est un bassiste de métal qui a collaboré avec Kendrick Lamar sur la chanson This Wall qui lui permettra d'obtenir le Grammy Award pour la meilleure collaboration rap. Sa collaboration avec Erykah Badu lui permettra aussi de donner un autre coup de boost à sa carrière. Dans le même style, on pourra retrouver Louis Cole dont j'avais parlé dans une de mes reviews d'albums. Pour résumer, allez écouter ses albums Time, Quality Over Opinion et Nothing. Dans la génération moderne, on peut aussi parler de l'album Emily D+ Evolution de Esperanza Spalding sorti en 2019, frais et innovant. No Beginning, No End de José James en 2013, plus axé blues mais qui rentre dans les standards de ce qui se fait aujourd'hui. Velvet Portrait de Terrace Martin sorti en 2016. Un peu plus soul et finalement l'album 4 de Bad Bad Not Good à la croisée de l'électro, du jazz et du hip-hop, en collaboration avec ce bon vieux Ketranada, Mick Jenkins et Collie Stetson. On peut aussi parler du lo-fi parce que finalement le lo-fi reprend des éléments du jazz, notamment au niveau du sampling. La référence dans le genre c'est bien sûr Nurabes avec ses albums Impression et Modal Soul, c'est certainement, on va dire, la porte d'entrée la plus familière. Dans les séries qui utilisent ce genre de musique, on a le très connu Samurai Champloo, sorti en 2024, avec la BO composée par Nurabes, Yasuke, une série Netflix avec la musique par Flying Lotus, un ami de Thundercat, avec une bonne dose de hip-hop expérimental, et Intergalactic, une autre série Netflix avec une BO plutôt néo-soul jazz hop. Alors encore une fois, on a une petite vidéo sur la chaîne qui fait un peu de l'état des lieux du jazz fusion dans les années 60-70, mais pour faire très simple, le jazz à la fin des années 60 connaît une véritable crise. Parce que oui, il faut se dire que depuis les années 30, le jazz est la musique populaire, aussi populaire que le rap dans les années 2000. Mais les jazzmen de l'époque, friands de bebop, tels que Charlie Parker, Dizzy Gillespie ou bien Thelonious Monk, étaient en recherche de performance, abandonnant l'aspect mélodique pour des improvisations de plus en plus techniques et complexes. Mais le problème, c'est que ces musiciens perdaient peu à peu l'attrait du public. Et il y a quelqu'un qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière, il s'agit de Miles Davis. Celui-ci allait ouvrir une nouvelle voie pour le jazz, et en s'alliant avec l'arrangeur Gil Evans pendant l'été 1948,
il va créer son Honnête, une formation de 9 musiciens à mi-chemin entre un big band et un quartet. Et ils enregistreront entre 1949 et 1950 l'album Birth of the Cool, qui ne sortira qu'en 1955. Cet album est ce qui définit le jazz West Coast, un jazz plus posé, plus mélodique, essentiellement joué par des musiciens blancs tels que Bill Evans, Stan Getz ou bien Dave Brubeck. Mais dans les années 50, deux musiciens allaient lancer un tout nouveau genre de musique qui allait reprendre les éléments de la musique noire américaine, les racines de la musique noire américaine, et qui allait créer quelque chose qui pouvait plaire aux jeunes des années 50. Il s'agit du batteur Art Blakey et du pianiste Horace Silver, qui vont créer le groupe des Jazz Messengers, et leur album Moanin, sorti en 1959 sous le label Blue Note. Et celui-ci va faire l'effet d'une bombe dans le monde du jazz, avec des sonorités plus blues, plus gospel, plus soul finalement, et c'est ce qu'on allait appeler le soul jazz. C'était une tentative de regagner l'intérêt du public qui justement ne s'identifiait plus trop au jazz de l'époque, parce que le jazz de l'époque finalement c'était le cool. Le cool c'était vraiment la musique qui était populaire, d'autant plus que les blancs eux avaient un circuit qui leur permettait de diffuser cette musique, alors que les noirs américains c'était un peu plus compliqué. Et finalement on avait toujours un peu ce schéma là, c'est-à-dire que on a le bebop qui partait en roue libre complet, les noirs américains ont créé le cool, mais les blancs se sont appropriés du cool jazz, et finalement d'autres musiciens allaient reprendre les éléments du bebop, l'aseptiser un tout petit peu, rajouter du blues, du gospel, et de créer quelque chose auquel les jeunes noirs américains des années 50 pouvaient s'identifier sans que ce soit de la musique qui soit trop complexe. Miles Davis, après la sortie de son album Hard Bop My Stones en 1958, va encore une fois lancer un nouveau mouvement avec son album Kind of Blue en 1959. Il s'agit du modal jazz, avec le titre que vous connaissez sans doute, So What. D'autres musiciens allaient le suivre dans cette voie. C'est le cas du saxophoniste de Jenny, John Coltrane, qui après avoir sorti son album Blue Train en 1958, empreint de sonorité hard bop, allait sortir son album Giant Steps, qui était directement issu du jazz modal, avec ses titres Giant Steps and Impressions. Mais il faut se dire quand même que dans les années 60, c'était vraiment un sacré bordel. On avait des musiciens tels que Ornette Coleman, Eric Dolphy ou bien Charles Mingus qui étaient en train de créer l'avant-garde et le free jazz, dont on va parler un tout petit peu plus tard. De nouveaux styles hybrides pointent leur nez tels que la bossa nova, l'afro-jazz ou le jazz latin. Pour beaucoup, le jazz tel qu'on se l'imagine en tant que style de musique était mort avec l'apparition de tas de sous-genres qui faisaient perdre de la cohérence au style, et plus particulièrement avec la mort de Coltrane en 1967. Et c'est en 1971 que Miles Davis va donner un coup de pied dans la fourmilière en sortant l'album Pictures Blue en 1970. On change de registre avec une trompette électrifiée et des guitares électriques. Une esthétique beaucoup plus rock dans l'idée. S'en suivront des groupes légendaires tels que Weather Report avec leur album Heavy Weather, Black Market, Mysterious Traveler ou bien Romantic Warrior de Return Forever. Herbie Hancock avec ses albums Headhunters, Manchild, Frost et Sunlight pour ne citer que. Petit coup d'oreille à Frank Zappa avec son album Hot Rats sorti en 1969. En fait, ce qui est étonnant lorsqu'on écoute du jazz fusion, ou bien du jazz rock, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est du jazz, en tout cas pour une oreille non avertie. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que ce type de jazz est en fait assez abordable pour les personnes qui écoutent peu ou pas de jazz. En termes de série, on pouvait retrouver ce genre de musique dans pas mal de productions des années 70 aux États-Unis, bien entendu. Plus récemment, on a la bande originale de Cowboy Bebop, composée par Yoko Kanno avec son titre Tank. On a aussi la série animée Michiko to Hatchin, sortie en 2008, qui se passe au Brésil, très funk, jazz fusion. Et finalement l'animé Space Dandy, sorti en 2014 par le même réalisateur que Cowboy Bebop. Bon mix entre jazz fusion et groove. Pour résumer, il y a peu de chances que vous ne trouviez pas votre bonheur dans les albums que je vous ai recommandés.
Nous en avons parlé précédemment, mais le cool jazz est un mouvement musical qui a été initié par Miles Davis à la fin des années 40. C'est un type de jazz qui est né à Los Angeles, beaucoup plus posé et calme. Je pense que c'est le type de jazz idéal lorsqu'on cherche une vibe jazzy et calme pour étudier. Un peu comme le lo-fi d'une certaine manière. La figure de proue de ce genre de jazz est sans conteste Chet Baker, notamment avec son album Chet Baker Sings sorti en 1954. Il y a aussi le très connu album Time Out de Dave Brubeck sorti en 1959 avec le titre ultra célèbre Tech 5 qui a traversé les âges. On peut aussi citer l'album Focus de Stan Getz qui reprend aussi les codes du cool. Dans un registre plus technique, harmoniquement parlant, on pourrait bien sûr parler de Bill Evans, mais celui-ci mériterait une vidéo entière parce qu'il a vraiment une influence extrêmement importante dans le monde du jazz, plus particulièrement dans le cool jazz. En 1959, il sortira son album On the Green Dolphin Street, qui est aussi un tube de la fin des années 50, et en 1961, Waltz for DB, un pianiste mythique dont les compositions et improvisations tiennent plus de l'introspection que de l'exploration. Et pour terminer ma série de recommandations, voici un album que moi j'ai découvert pendant les recherches, il s'agit de Tower of a Mind de Gerry Mulligan et Paul Desmond sorti en 1962. L'imagerie visuelle qui entoure le cool jazz est encore présente dans notre culture populaire. On imagine bien souvent un pianiste seul, la tête baissée, écoutant chacune des notes qu'il joue, se concentrant sur chaque pression de touche, une atmosphère posée, introspective, intime, ce que se veut être le cool jazz. Cette imagerie se retrouve dans des films tels que Soul, le film d'animation Pixar dans lequel un pianiste de jazz passionné fait face à sa propre mort, ou bien dans le film The Green Book, où un pianiste de jazz noir fait le tour des États du Sud pour une tournée et fait face aux tensions raciales. Et je n'ai pas oublié les fans d'animé. On peut retrouver ce style de jazz dans l'animé mythique Kids on the Slope. Le West Coast Jazz est plus méditatif, plus posé, et est vraiment l'idéal pour une atmosphère un peu plus intimiste et introspective. Nous avons parlé tantôt de la période Soul Jazz. C'est une période en fait où on voit naître un genre de jazz qui est infusé par des influences telles que le R&B, le gospel ou bien le blues. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on va décrypter ça de manière un peu plus précise. C'est sûr que c'est toujours une approche un peu maladroite de coller un label sur un genre de musique, mais vous allez voir, vous allez le reconnaître à la première écoute. Première recommandation, l'album Mercy 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 de Cannonball Adderley, sorti en 1967, qui vous met dans l'ambiance directe avec le titre Work Song, très bluesy. Le blues est très présent autant dans la forme que dans le fond. On est vraiment dans le croisement parfait entre le jazz et le blues, autant dans le fond que dans la forme. Dans le fond avec l'utilisation d'une gamme blues et bien sûr dans la forme avec la structure blues en elle-même. Ensuite, vous avez l'album Back at the Chicken Shack by Jimmy Smith, avec moins d'influence R&B que le précédent, mais un son très jazz, blues, années 60 avec ce petit orgue jazz. Ensuite, on revient dans des tons un peu plus blues avec le titre éponyme de l'album. Après, mon titre préféré de la discographie de Jimmy Smith est bien sûr The Cat, qui est une influence un peu, qui est un arrangement de big band, qui est influencé par le blues et une approche presque un peu yéyé, donc moi j'adore. Et puis il y a aussi l'album Sidewinder par Lee Morgan, qui lui aussi est très influencé par la R&B. Un petit délice extrêmement bien produit. Dernière petite recommandation qui je pense fera plaisir aux amateurs de guitare jazz, l'album Idle Moments par Grant Green, avec le titre Jean de Fleurs. Cette fois-ci, plus jazz et moins soul, avec un son typique années 60 mais des improvisations claires. Je pense que je ne vous proposerai pas forcément cet album pour découvrir le soul jazz, mais je pense que pour ceux qui aiment le jazz avec un grand J, c'est un indispensable. En termes d'imagerie, ce jazz, très axé R&B, est représenté dans certains films, comme par exemple les Blues Brothers, dont la BO est constituée à 90% de ce genre de musique, ou bien la BO de films français des années 60 tels que Les Grandes Vacances, Pouic Pouic, etc., etc.
Je pense que ce type de jazz est le plus accessible avec le swing parce que c'est celui qui est le plus représenté dans les médias. Alors oui, on a déjà parlé pas mal de bossa nova et voilà, on a déjà des vidéos qui sont dédiées à ça. Je vais pas revenir là-dessus, mais il faut quand même en parler parce que c'est un pan extrêmement important de la musique jazz dans les années 60, plus particulièrement avec le mouvement cool. Oui, rappelons que c'est Stan Getz avec Joao Gilberto qui a exporté ce style de musique avec l'album Getz Gilberto, sorti en 1964, avec les titres Corcovado, The Girl from Ipanema, Desafinado, etc. Après, je pense que je ne vous apprends rien de ce côté-là. On peut aussi citer l'album Wave de Antonio Carlos Jobim, sorti en 1967, avec cette couverture d'album qui me laisse perplexe, mais positivement perplexe. Après, il n'y a pas que la bossa nova qui a explosé dans le champ des musiques latines dans les années 60. Il y a aussi la musique associée aux danses latines, telles que la salsa ou le cha-cha-cha. Dans ce registre, on peut citer l'album Soul Sauce de Cal Tjader, sorti en 1964. Une section rythmique latine et une section mélodique au vibraphone. Ce n'est pas l'album le mieux produit parmi ceux que je vais vous recommander, mais une très bonne introduction au jazz afro-cubain. Ticho Puente, Dance Mania, sorti en 1958, certainement mon album de latin jazz préféré. Là on est bien à Cuba, petit cigare au bec, une atmosphère à la Pablo Escobar, El Cayuco, Freddie Mambo, Saca Tu Mujer, etc. Pour ceux qui aiment danser, c'est un bonbon. La section des cuivres est très en forme, section rythmique au poil. Je pense qu'on s'éloigne du jazz à proprement parler, on se sent beaucoup plus à Cuba qu'à LA. En fait, ce type de musique est très associé à toute l'imagerie de type latine, finalement. On retrouve ce genre de musique dans la BO d'anime telle que Michiko Towachi, sorti en 2008 par les créateurs de Cowboy Bebop et Samurai Champloo, ainsi que dans la BO du film OSS 117 Rio ne répond plus, ou encore le film d'animation Rio, ou la BO de la série Escobar, tout simplement. Enfin bref, dès qu'on veut exprimer une ambiance un peu latine, c'est le genre de musique qu'on entend. On peut aussi le retrouver parfois dans les trends TikTok, comme par exemple avec le titre minuscule de Petit Adamantium par Shibanian Records. Paradoxalement, le swing est le type de jazz très certainement auquel vous êtes le plus familier, mais qui finalement est celui qui attire peut-être le moins à cause de ses sonorités un peu désuètes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le swing a vraiment toutes les bases du jazz. C'est le courant qui a popularisé le jazz aux États-Unis, aussi bien dans les clubs comme en Louisiane ou bien à Harlem, ou dans certains clubs parisiens comme par exemple la cave de Saint-Germain-des-Prés. Le swing est né dans un contexte particulier aux États-Unis, peu après la Grande Dépression de 1929. C'était un genre de musique qui se voulait égayer les foules, un spectacle vivant qui permettait de faire oublier aux gens la morosité de leur vie. Le swing définit les bases de ce que le jazz va devenir plus tard, c'est-à-dire l'utilisation d'un thème, des improvisations, une section rythmique assez marquée, et justement pour parler de la section rythmique, le swing a aussi une manière très particulière de décomposer le temps. Si vous voulez, avant de parler de swing, il faut parler de shuffle. C'est-à-dire que si vous prenez la musique classique, on divise un temps avec 4 noirs ou bien 8 croches. Lorsqu'on utilise le shuffle, lorsqu'on parle de shuffle, on va diviser le temps en triolets de noirs. On accentue le premier et le troisième temps. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en rockabilly, en boogie-woogie ou bien en blues. En swing, c'est un peu différent parce qu'on utilise cette décomposition en 4 temps, en 4 croches, sauf qu'on va accentuer le deuxième et le quatrième. Enfin bon bref, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est quand même intéressant de comprendre comment cela fonctionne. Si vous deviez aller checker des références d'albums, je vous recommanderais dans un premier temps l'album Ellington at Newport, qui est un enregistrement d'un concert de Duke Ellington en 1956. J'adore le titre Festival Junction. Sinon, vous avez l'album April in Paris de Count Basie, ultra connu avec une super qualité de production pour l'époque, très swing américain tel qu'on se l'imagine. C'est une chanson qui est issue du film Avril à Paris avec Doris Day et Ray Bolger, repris par une tripotée d'artistes connus tels que Louis Armstrong, Ella Fitzgerald et Thelonious Monk.
Comment manquer l'enregistrement mythique de Carnegie Hall par le Big Band de Benny Goodman en 1938 avec le titre Sing Sing Sing, qui est très certainement le titre de swing le plus connu, si ce n'est le titre de jazz le plus connu au monde. Repris partout et à toutes les époques. Dans les bangers de swing, il y a aussi In the Mood de Glenn Miller, avec un excellent enregistrement 4K, 4K du footage du Big Band. Dans les moins connus, on a aussi A Study in Frustration de Fletcher Anderson, dans son jus mais très profitable également. Le swing a souvent été associé avec une vision de l'âge d'or des États-Unis. Dans les références audiovisuelles qui parlaient à la Gen Z, on pourrait facilement citer le Pixar Les Indestructibles, avec ce Big Bang banger au tout début. Vraiment, l'intro m'a fait aimer les Big Bands. Après, on a bien entendu le cartoon Tom et Jerry. Surtout la version des années 50-60 dont la BO est big band à tous les niveaux. Le swing est la musique la plus dansante quand on parle de jazz, et je pense que malgré la familiarité qu'on a avec ce style, eh bien, y jeter une petite oreille de temps à autre vous fera redécouvrir sa force. Le hard bop, il s'agit de mon type de jazz préféré. Nous avons parlé un peu plus tôt de la naissance du soul jazz, et bien si vous voulez, en réaction au cool jazz, il y avait le soul jazz et puis le hard bop. En fait, si vous voulez, c'est un style cousin du soul jazz qui se veut plus dark, plus sauvage, plus brut et plus authentique également. Encore une fois, le mouvement est amorcé par notre très cher Horace Silver et Art Blakey avec la création du groupe de jazz mythique, les Jazz Messengers, en 1955. À la même période, le légendaire Miles Davis était dans une situation compliquée. Après sa séparation avec Joséphine Greco, celui-ci se battait contre des problèmes d'addiction à la drogue et finançait sa dose en étant proxénète. Il surgira du noir en 1954 en fondant son sextet avec le batteur Kenny Clarke et le pianiste Horace Silver. Il produira la même année l'album éponyme Walking avec le titre éponyme et Algerian Oleoidoxy et son apparition au Newport Festival de 1955 en interprétant Round at Midnight de Thelonious Monk va littéralement propulser sa carrière et faire découvrir le hard bop au jeune public noir américain. Et en essayant d'intégrer les enseignements du pianiste de jazz Ahmad Jamal, celui-ci va fonder un nouveau groupe. Son quintet avec le grand John Coltrane au saxophone, Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie lui permettra de produire 5 albums qui sont considérés comme des joyaux de la discographie de Miles Davis. Cooking, Relaxing, Streaming, Working with Miles Davis Quintet et The New Miles Davis Quintet. La période la plus prolifique de Miles et du hard bop. Art Blakey and the Jazz Messengers sortiront à la fin des années 50 et au début des années 60 3 bangers qui vont marquer le son hard bop. Brut, frontal, sauvage avec une énergie folle. Moanine en 1959, A Night in Tunisia en 1961 et Caravan en 1963. Vraiment, vous devriez aller écouter ces albums de toute urgence. Il faut aussi comprendre que le hard bop s'inscrit dans une période un peu particulière dans l'histoire de l'émancipation des Noirs américains, notamment avec le mouvement Black is Beautiful dont nous avions parlé dans une vidéo sur les racines du rap. Donc pour faire bref, le hard bop c'est un peu la représentation musicale de ce mouvement-là, y incluant des racines de la musique noire américaine telles que le gospel, la soul ou bien le blues, avec un tempo un tout petit peu plus lent que le bebop et des harmonies quand même beaucoup plus simples. Bref, une musique qui était en phase avec les attentes du public jeune, noir américain des années 50. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'on va voir la naissance de compositeurs-batteurs tels que Max Roach ou bien Art Blakey lui-même. Dans les références à aller checker, hormis celles que je vous ai déjà citées, on peut mentionner Song for My Father de Horace Silver, un petit bijou de hard bop, notamment avec les titres Kicker et The Natives Are Restless Tonight. Dans un registre plus posé, on a aussi l'album Cornbread de Lee Morgan avec Herbie Hancock au piano et Soul Station de Hank Mobley qui lui est plus teinté de blues. Après, mon petit coup de cœur que je ne connaissais pas avant d'avoir écrit cette vidéo, c'est Ready for Freddy de Freddie Hubbard avec Wayne Shorter au saxo, excellente qualité de production également. Ce sont d'ailleurs les labels Blue Note et Prestige qui produisent la plupart des bangers de hard bop.
Ce style de jazz est très certainement celui qui me parle le plus. Pur, brut, sauvage, mais authentique. Bref, le hard bop. Dans les références audiovisuelles associées à ce type de musique, on pourrait citer le film Whiplash, qui fait pas mal référence au batteur Buddy Rich. Ils reprennent également le titre Caravan avec un solo mémorable à la fin. Il y a aussi quelques références au hard bop dans le film La La Land, qui a d'ailleurs été réalisé par le même réal que Whiplash, Damien Chazelle, notamment dans la scène de présentation des différents musiciens dans le bar de jazz. Une dernière rêve qu'on peut avoir et qui est plus récente, il s'agit du film d'animation japonais Blue Giant, dont la BO a été composée par Hiromi Uehara, dont on avait parlé dans la vidéo sur le Japon. Ce film raconte l'histoire d'un saxophoniste autodidacte qui cherche à se faire un nom dans la scène jazz tokyoïte. Là, on va parler du type de jazz le moins abordable, mais pas le moins appréciable. Si vous voulez, à la fin des années 50, il y a 3 types de jazz. Il y a le cool jazz dont on a parlé, le jazz modal qu'on a mentionné, et il y avait le hard bop. Mais certains musiciens trouvaient que ces 3 styles de jazz avaient encore pas mal de limites. Ils trouvaient que c'était trop contraignant lorsqu'il s'agissait d'improviser. Ils voulaient une liberté d'improvisation totale. Les premières expérimentations de jazz avant-garde commenceront avec les improvisations hors sol de Ornette Coleman au Five Spot Café en 1959, où on lui fera comprendre très clairement que celui-ci ne savait pas jouer du jazz. D'ailleurs, un de ses critiques était Miles Davis lui-même. En réaction à ces critiques, celui-ci inaugurera sa collaboration avec le label Atlantic Records en sortant son album Free Jazz, A Collective Improvisation, un album de 37 minutes 10 avec que de l'improvisation, avec Eric Dolphy, Freddie Hubbard et Don Cherry. Sans thème, sans structure rythmique établie. Bref, la liberté totale. Dans la même veine, et un peu plus abordable, il y a l'album The Shape of Jazz to Come, avec très peu de thèmes et que de l'improvisation pure dénuée de structure notable. Et en 1966, Coltrane, après une expérience spirituelle, arrêtera du jour au lendemain l'héroïne et enregistrera l'album Ascension, hors du temps. C'était une période où Coltrane était intéressé par tout ce qui était religion orientale et par la spiritualité. Il était en recherche de quelque chose de plus grand. Et ça s'entend énormément dans cet album, parce que au tout début, on a vraiment cette impression de chaos où justement personne n'écoute personne, où chacun justement a sa propre horloge, et c'est exactement ça que voulait refléter Coltrane pendant son enregistrement, c'est-à-dire que chacun avait sa même échelle, chacun avait sa même manière propre de voir les choses. Et je pense que écouter cet album, vraiment avec attention, en écoutant chacune des parties, chacun des petits détails, justement, c'est une expérience qui ne vous laissera pas indemne. Dans une vibe un peu plus moderne, plus influencée par les instruments électroniques et le rock psychédélique, on peut aussi citer l'album Space is a Place de Sun Ra. Il y a d'ailleurs un film de 1974 qui reprend sa musique, c'est un pur produit des années 70. Bien que le free jazz de l'extérieur ait un aspect plutôt chaotique, mais en fait on s'aperçoit que chaque compositeur a sa manière d'aborder le free jazz. Donc si vous prenez Coltrane, ou bien Sun Ra, ou bien Eric Dolphy, ou bien Coleman, chacun a sa propre manière de voir le chaos. C'est peut-être ça qui fait sa richesse, quand l'expression d'apparence déstructurée nous ramène à l'expression la plus simple, la plus brute et la plus naturelle de notre être. Dans les références audiovisuelles, on pourra bien sûr citer la BO de Neon Genesis Evangelion en 1995 et Akira, un autre animé japonais sorti en 1988. On utilise généralement ce genre de musique pour exprimer le chaos, le désordre à son paroxysme. Donc malgré le fait que l'édifice du free jazz vous semble soit trop niche, soit trop expérimental, soit trop imposant, juste allez y tendre une oreille et puis essayez de comprendre ce qui se passe, parce que franchement, c'est intéressant.
Voilà les diggers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, un peu complète, je voulais qu'elle soit le plus exhaustive possible. Donc voilà, j'espère que la Gen Z aura réussi à s'approprier le jazz. Je sais que c'est un peu imposant et c'est un peu impressionnant de l'extérieur. Je pense que cette vidéo aura réussi à vous donner des axes de recherche. Comme pour d'autres vidéos, et j'essaye de faire ce travail-là, j'ai mis toutes les références dans une playlist, comme ça vous allez pouvoir l'écouter. Vous avez pas à faire vos propres recherches. Je vous invite à laisser dans vos commentaires vos références préférées, si la vidéo vous a plu, enfin bon bref, comme toujours, faites vivre cette vidéo, c'est super important. Aussi, n'oubliez pas, s'il y a possibilité, je crois qu'il y a une fonction boost sur YouTube, n'hésitez pas à booster également la vidéo, c'est très important. Donc voilà, encore merci pour votre visionnage, et en attendant la prochaine, je vous dis ciao les diggers.